Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition des Masterclass de l'excellence commerciale. Aujourd'hui, nous allons parler de success story et une success story extraordinaire avec un duo de cofondateurs non moins extraordinaire, non moins formidable. Il s'agit de Daily Corner, un leader de créateur de convivialité. Euh, Vous êtes tous aussi formidables, vous derrière vos écrans. Vous étiez plus de 320 inscrits entre la plateforme et le LinkedIn Live pour écouter Guillaume Pestier et Cyril Meunier nous parler de la rémunération des commerciaux. Alors, si vous avez envie de redécouvrir les grandes tendances de la rémunération variable pour 2023, les écarts de perception qu'on trouve entre le siège et le terrain, souvent sur ces aspects de rémunération, suite à une grande enquête qu'ils ont menée, retrouvez cette masterclass de l'excellence commerciale sur notre plateforme YouTube ou sur toutes vos chaînes de podcast préférées. Voilà, aujourd'hui, la masterclass est sponsorisée par Incentive. Incentive, c'est une plateforme d'animation de la performance et de challenge, de coaching commercial, une plateforme qui travaille avec les plus grands comptes dans des industries aussi variées que la banque, l'assurance, l'industrie ou les technologies. La plateforme, on travaille dans un peu plus de 20 pays. Voilà, la page de publicité est terminée. Et on va faire peut-être, Valentin, si tu peux nous faire le portrait de notre invité d'aujourd'hui, Antoine, cofondateur de Daily Corner. Bien sûr. Antoine, vous êtes un brillant étudiant. Vous avez fait votre classe préparatoire au lycée Henri IV, puis vous avez intégré HEC. Vous obtenez votre diplôme en 2014 avec en parallèle une spécialisation en droit à la Sorbonne. Après une première expérience en start-up en tant que business developer, vous décidez de fonder Daily Corner avec Julie Pommelet que vous avez rencontrée sur les bancs d'HEC. Daily Corner, c'est le créateur de convivialité au travail qui propose aux entreprises des abonnements de fruits frais bio et de saison et de nombreux autres snacks comme alternative aux barres chocolatées des distributeurs automatiques. Et en 2020, votre projet prend de l'ampleur et vous êtes lauréat du prestigieux réseau Entreprendre. Vous venez aujourd'hui nous raconter cette histoire, l'histoire de Daily Corner, ainsi que votre parcours entrepreneurial. C'est donc un honneur de vous recevoir aujourd'hui. Merci beaucoup. Ah, Antoine, quel parcours, hein, quel parcours extraordinaire, sans quasiment aucune transition en sortant de l'école. Magnifique success story. Alors déjà, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc Daily Corner, créateur de convivialité. Comment est-ce que Daily Corner se positionne dans son environnement concurrentiel? Est-ce que tu peux nous présenter en 2 minutes? Ouais, bien sûr. Alors, du coup, je remercie Valentin qui a expliqué ce qu'on faisait. Donc, l'activité, c'est un service B2B de mise à disposition donc, de nourriture dans les bureaux qui est offert aux salariés. Donc, le salarié ne paye pas et c'est mis à disposition pour apporter plus de santé, de productivité, mais aussi de convivialité, créer des liens entre les salariés, puisque la nourriture est vraiment, selon nous, le meilleur moyen de connecter avec, quand on voit ses amis, sa famille, souvent c'est autour d'un repas. Et donc, reproduire ces expériences-là dans les entreprises, créer de la convivialité, comme tu le disais, mais aussi apporter de la santé, du bonheur, voilà, que du positif dans l'entreprise, c'est notre mission, et le faire de façon responsable. Donc, on livre par exemple en véhicule électrique, on travaille avec des ESAT qui emploient des personnes handicapées. Nos produits, beaucoup sont bio, on a des critères d'achat très précis pour sourcer les produits et avoir toujours plus d'impact. Et par rapport à la question du coup du paysage concurrentiel, déjà on n'est pas sur un service qui est mature, donc la concurrence n'est pas extrêmement rude. La contrepartie de ça, c'est qu'il y a beaucoup d'efforts d'évangélisation à faire. Et néanmoins, on a une cible précise dans la tech, les licornes, les scale-up d'un côté, tout le secteur tech, on va dire, la finance et le conseil qui attirent les talents et doivent faire le maximum pour les retenir. C'est déjà une cible, certes une niche, mais une cible qui nous va bien en ce moment. Et en termes de concurrence, j'ai l'impression que post-Covid, pour le coup, on s'est un peu détendu sur la concurrence et on, on regarde, on essaye d'élargir nos chakras. Bien sûr, on fait toujours une veille concurrentielle, mais pas mal de nos concurrents qui
faisaient ou font encore la même chose que nous ont pivoté, ont pu aller vers d'autres directions, alors que nous, je pense qu'on est resté vraiment focus sur notre activité. Et du coup, j'ai l'impression qu'on voit un peu moins les concurrents. On est encore tout petit, donc des potentiels concurrents comme la restauration d'entreprise ou par exemple la livraison de Amazon Fresh, voilà, ou autres gros acteurs, ils sont pas encore sur notre marché. Et ils n'ont pas notre positionnement. Donc, si tu veux, la concurrence, je trouve que c'est. on s- Personnellement, je me suis pas mal détendu dessus. Et je pense que c'est aussi le cas de Julie, et malheureusement, qui peut-être nous écoute, mais qui est malade et qui aurait dû être là. Donc finalement, vous échappez progressivement à la concurrence en restant bien focalisé sur votre métier, en étant excellent sur ce que vous faites, procurer de la santé, de la convivialité dans les entreprises qui ont besoin d'attirer et de retenir les meilleurs talents. Alors l'histoire du projet, comment est-ce que est venue l'idée, hein, parce qu'il y avait déjà des acteurs sur ce marché. Vous êtes à HEC avec Julie, et puis vous réfléchissez à un business model, vous avez envie d'entreprendre. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du projet? Ouais, exactement. Donc, avec Julie, on était à HEC. On s'est connus grâce à un de mes meilleurs amis qui est maintenant le mari de Julie. Et du coup, qui nous a connectés. Il a vu qu'on avait tous les deux la soif d'entreprendre. Et donc, depuis, l'association ça n'a cessé de s'épanouir. Donc, on est très heureux de cette mise en relation. Et sur la genèse du projet, c'était effectivement, on voulait monter notre boîte. Julie était plutôt attirée par la food. Au départ, on était parti sur des jus pressés à froid. Et donc plutôt B2C avec un produit quand même qui demande des investissements et du coup, on a vu qu'il y avait Yumi qui existait déjà. Et on s'est dit, bon, finalement, pas le bon créneau pour nous. Donc, on va plutôt essayer de faire du B2B, du récurrent dans les entreprises. Et on profitait de ce type d'encas dans des expériences qu'on a eues, notamment à Berlin ou aux États-Unis. Et on s'est dit, bah voilà, on va le faire en France. C'était l'idée de base. Et après, donc, on a compris qu'il y avait déjà des acteurs, quand même des concurrents qui proposaient notamment des paniers de fruits ou alors des produits assez diversifiés dans les entreprises. Mais ça ne nous a pas empêché de nous lancer avec une offre un peu différente, notamment l'ajout de certains produits qu'il n'y avait pas et un modèle d'abonnement qui fait que les entreprises n'avaient pas à commander tout le temps leurs denrées et qu'on était proactif sur la façon de la récurrence d'une part, mais aussi le roulement des produits pour que les salariés découvrent de nouvelles choses. Donc on a fait les choses un peu différemment. Euh, mon père nous a prêté un véhicule, on a commencé à livrer, donc pendant 3 à 6 mois on a livré et on a gagné 1, puis 100, puis 800 clients en 4 ans d'existence juste avant le Covid. Et alors, pour les premiers clients, comment est-ce que tu testes concrètement? Vous êtes allé voir des amis ou des amis d'amis pour proposer ce service-là? Comment ça s'est passé? C'est tout premier pas de Daily Corner. C'était vraiment l'idée de proposer des fruits secs et des snacks. Donc une offre plus riche que ce que les entreprises avaient, quand elles sont équipées, elles proposent notamment le café et des fruits. C'est un peu la base. Et on s'est dit, on va aller un peu plus loin. Donc on n'a pas testé l'idée, on l'a lancé. Et ensuite, ça a marché, ça a pris et on a eu à cesse d'élargir l'offre qu'on propose avec le positionnement toujours très clair de on ne fera pas payer les salariés et on ne fera jamais, par exemple, de fruits non bio. Donc je pense qu'on va encore aller plus loin dans l'offre, les valeurs de l'offre qu'on propose, mais on a essayé de ne pas faire trop de compromis non plus sur l'offre. Et l'idée est assez basique, hein, on n'a pas de. L'idée est simple. Je pense c'est plutôt une question d'exécution et de. Alors, nos interlocuteurs qui nous écoutent, c'est des directeurs commerciaux, des patrons d'entreprise, des managers commerciaux. Est-ce que tu peux nous parler, avant le Covid, comment est-ce que tu déploies l'activité commerciale, comment tu signes les 10, 20 clients, comment tu scales ton équipe commerciale? Très bonne question.
parce qu'en fait, on n'a pas trop scalé d'équipe commerciale. C'était plutôt Julie et moi, on s'est dit, bah voilà, faut qu'on fasse beaucoup de commercial. Donc, on était tous les deux à essayer de passer le maximum de temps à aller signer des clients. On n'a toujours pas de directeur commercial après 7 ans d'existence, donc c'est moi qui suis directeur commercial. Julie maintenant est directrice des opérations. Mais au tout début, c'est nous qui avons fait le commercial et on a embauché un premier commercial, je dirais, à partir de peut-être de 200 clients, quelque chose comme ça. Ça nous a permis de bien comprendre nos clients, de progresser en commercial, parce que je pense qu'on n'a jamais fini de progresser et que c'est un peu comme dans les arts martiaux, par petites touches, le mouvement va s'améliorer. Bah, pareil, en call call, c'est une pratique intensive, régulière, euh, qui permet de performer, d'avoir la bonne attitude, parce que du coup, on fait beaucoup de call call. Voilà, avoir la bonne attitude, les bons arguments, la bonne écoute qui permet d'arriver à prendre des rendez-vous avec des décisionnaires. Je pense que c'est très compliqué, c'est pas facile. Et le fait qu'on les fait nous et qu'on ait réussi à gagner cette skill nous a permis ensuite de recruter des commerciaux et de, je pense, les motiver, les former. Euh, et on n'a pas scalé puisque aujourd'hui, suite au Covid, enfin, j'étais tout seul. Enfin, on a dû licencier deux commerciaux et on était cinq en fait à prospecter. Il y en a deux qu'on a licenciés et donc on a dû faire quand même deux plans de licenciement pendant le Covid. Ça a été très très dur. Et les deux après sont partis puisque pendant 2 ans, il faut se dire quasiment 2 ans, la productivité commerciale était quasiment à zéro. Donc on Alors avait commencé. parlons-nous de cette période de Covid et qui, dans le métier que vous exercez, a été dramatique, hein, parce que les entreprises avaient plus de collaborateurs, ou quasiment plus de collaborateurs. En tout cas, toutes les entreprises que vous ciblez, hein, le cabinet de conseil, les boîtes de la tech, avaient mis tout le monde à la maison. Donc vous vous retrouvez sans clients. Comment est-ce qu'on s'adapte quand on est une jeune entreprise, qu'on est en hyper croissance et puis que tout d'un coup tout s'arrête? Bah, on s'est retrouvé avec Julie à l'entrepôt juste avant enfin, le jour de l'annonce des confinements, un peu crise, plan de crise. Donc, bah, on est passé à zéro, quoi. Concrètement, on est passé de 700 000 de chiffre d'affaires par mois à zéro. Donc, bah, c'était très clair, hein, on n'avait pas le choix. Donc, l'adaptation, elle a pris un petit peu de temps. D'abord, on est parti se confiner, comme tout le monde. Et ensuite, on a réussi, grâce à un de nos commerciaux qui nous a proposé l'idée d'un partenariat avec une association qui s'appelle Protège ton soignant. Et on a proposé à nos clients de maintenir leurs abonnements et de les donner aux hôpitaux, avec la possibilité de faire un don en nature et donc de récupérer une partie de leur don en avantage fiscal. Donc c'était intéressant pour le client parce que ça lui a permis aussi de communiquer, d'avoir un impact positif. Euh, et du coup, ça nous a permis de maintenir environ 20% du chiffre d'affaires en avril et à peu près 10% en mai. Et ensuite, on était environ à 30%. Ça a un tout petit peu repris sur post-confinement. Les entreprises ont vraiment, enfin certaines ont incité leurs salariés quand même à revenir dès la fin du confinement. Donc ça a un petit peu repris et globalement, on était à 30% de notre chiffre d'affaires pendant quasiment 18 mois, je dirais. Et ça, du coup, ça a été très compliqué, mais ça nous a permis de garder, je pense, les meilleurs talents dans l'entreprise et de travailler, non pas sur la croissance, mais sur la qualité, les process, les valeurs de l'entreprise. C'est à ce moment-là où on a commencé aussi à être accompagné par notre premier board grâce à Réseau Entreprendre et qui nous a énormément apporté à nous challenger, à nous aider à structurer certains projets. Et du coup, moi, c'est l'idée que c'est l'arbre qu'on coupe et qui repousse mieux. Bah, je pense que le Covid est finalement une bonne chose. C'est la première crise que Daily Corner a vécue et qui a été, bah, comment dire, une sorte de, je dirais pas catharsis, mais une sorte Et alors, qu'est-ce que de. vous avez changé concrètement
entre avant Covid et post-Covid dans votre manière de travailler, dans votre business model, dans votre manière de manager, de recruter et d'opérer le business? Ouais, alors bah, je vais essayer, je vais résumer ça. Du coup, d'un point de vue opérationnel, on a commencé à devenir adepte du Lean. Donc, ça fait coacher pour améliorer nos opérations. Euh, Ensuite, sur la partie people, hein, je pense qu'on a essayé de s'améliorer, nous, en tant que manager, à essayer de transmettre la culture du feedback, apprendre à faire de bons feedbacks et essayer de transmettre bah, la volonté de faire des feedbacks à tout le monde, enfin, que tout le monde puisse aussi se faire des feedbacks. Donc on est au début, mais ça a quand même un peu pris. Faire des formations sur la communication non violente, par exemple. Et après, d'un point de vue management, et grâce notamment au challenge de notre board, on a mis en place notre premier comité opérationnel avec les managers qui sont arrivés du coup pendant ou lors de la reprise, pendant le Covid ou au moment de la reprise. Et donc ça s'est accéléré assez vite. Et on a célébré là la première année de notre comité opérationnel lors d'un séminaire très récent. Ok, donc vous sortez du Covid, vous en sortez plus fort en ayant réfléchi sur vos processus métiers, réfléchi sur vos modes de management, sur votre culture d'entreprise. Depuis le Covid, enfin depuis cette fin de période un peu stressante, comment est-ce que vous avez réaccéléré? Qu'est-ce que vous avez mis en place pour vous préparer finalement à capter le maximum de ce marché qui est en train d'émerger, comme tu nous le disais tout à l'heure? Bah, je pense qu'on a continué à travailler sur bah, l'ensemble des sujets qu'on avait déjà. Donc, pas de, je dirais pas qu'il y a eu de révolution de ce côté, si ce n'est bah, justement le recrutement et, des managers et leur participation à la prise de décision via notre comité opérationnel. Je pense que c'était vraiment quelque chose d'important qui nous a permis bah, de responsabiliser les managers et de nous décharger d'une partie du fardeau, entre guillemets, qui est lié à la forte croissance, puisqu'on a repris très rapidement. Et donc, après les 2 années de Covid, en un an, on a redépassé le chiffre qu'on faisait avant le Covid en étant un petit peu plus rentable. Donc, c'était très, très challengeant quand même, cette forte croissance. Et ça a tenu justement grâce à nos managers et aussi notre implication à tous les deux, je pense. Et à toute l'équipe en fait qui a été suite au Covid, c'était dans le livre de No Rules Rules du, du- du fondateur de Netflix qui disait que voilà, il avait connu une très forte crise suite à l'explosion de la bulle Internet et il avait dû licencier, je crois, 40% de ses effectifs. Et il disait il était très inquiet, mais que suite à ça, il a vécu une période incroyable où les salariés étaient à fond. Et il a vécu, je crois, il disait la meilleure période de l'entreprise où la densité des talents faisait que tout allait plus vite et que la motivation était partagée. Et je pense on a vécu un petit peu ça à notre échelle. Donc, c'est comme ça qu'on a pu redémarrer. Et alors, un des sujets pour 2022, ça a été une année très faste et fructueuse à la fois pour Daily Corner et puis d'un point de vue personnel aussi pour toi Antoine et pour Julie, puisque vous êtes tous les deux jeunes parents. Et comment est-ce qu'on gère une reprise d'activité après une période compliquée avec de l'hyper croissance là, parce qu'en un an vous avez retrouvé 90%, 100%, 110% du business qui avait été perdu. Et en même temps, vous avez un petit pitchoun à la maison. Comment est-ce que vous gérez vie pro, vie perso et comment vous êtes finalement structuré en interne pour garder cet équilibre qui vous tient tous les deux très à cœur? Effectivement, bah, ça nous a toujours tenu très à cœur cet équilibre entre vie pro et vie perso. Donc, on a toujours pris pas mal de congés. Euh, et avec Vous l'arrivée, prenez combien de congés par an? on prend 7 semaines par an.
Chacun, vous prenez 7 semaines par an. Cette semaine. Donc en termes de congés, donc moi donc Julie m'a proposé de prendre 10 semaines de congé paternité, ce que j'ai accepté et donc très très heureux de ça aussi. Et du coup, pas mal de congés. Je pense un très bon duo de notre association qui fait que voilà, l'autre était quand même là quand l'autre était en congé maternité ou paternité, l'autre assurait derrière, avec quand même 2 semaines de battement où les bébés étaient, où on était tous les deux en congé parentaux. Et du coup, ça a tenu grâce, je pense, à l'organisation de nos managers, les process qu'on a mis en place pendant le Covid. Voilà, donc on est assez serein, je pense, sur le fait d'avoir d'autres enfants. C'est juste extraordinaire et assez unique, je pense, dans l'histoire des startups, hein, d'être dans un moment vraiment clé, vraiment critique, et d'avoir réussi à construire une organisation avec certainement des relais managériaux qui vous permettent d'être complètement absent pendant 15 jours tous les deux. Et puis d'avoir bien profité de ces périodes extraordinaires de l'arrivée d'un premier enfant dans une famille. Un grand bravo. Maintenant, si on parle des ambitions pour 2023, où est-ce que tu vois Daily Corner et comment est-ce que vous voulez continuer à accélérer? Du coup, actuellement, on est à un peu plus de 10 millions de chiffre d'affaires en run rate. Donc, je pense que l'objectif, ce serait de doubler en 2023. On va faire le BP, justement, on était censé faire le BP là de cette semaine avec Julie, mais étant donné qu'elle est en arrêt maladie, malheureusement, je ne sais pas si on va. Donc, je ne l'ai pas pour 2023. Mais je pense que l'objectif, ce serait de doubler. Donc, on va confirmer ça, puisque c'est aussi les objectifs en termes de revenus m'incombent plutôt en tant que directeur commercial. Mais je pense l'objectif que moi je me fixe un petit peu, ce serait de décupler en 5 ans, donc de passer de 10 à 100 millions en 5 ans. Ça, c'est un petit peu l'objectif que j'ai en tête et dont et qui va être et le challenge va être d'y arriver bien sûr, mais aussi, surtout d'embarquer euh, l'équipe là-dessus. Je Quel pense. impact a l'inflation sur votre rentabilité? C'est encore à déterminer, je dirais, parce qu'on ne sait pas trop comment ça va évoluer. Nos fournisseurs, effectivement, augmentent les coûts. On a une augmentation des coûts de l'énergie. Enfin, comme tout le monde, hein, je pense que c'est une période un peu stressante et où on attend de voir comment ça va évoluer. Euh, Franchement, je pourrais, enfin, c'est un peu l'inconnu. Je, Est-ce qu'on je, arrive vous arrivez à passer des augmentations de prix à vos clients de façon assez transparente? Ça va être le sujet là qu'on va traiter pour voir comment on impacte les augmentations de nos fournisseurs que nos clients puissent aussi partager le fardeau. Donc, ce sera, oui, on va devoir faire des augmentations tarifaires effectivement pour 2023. Et l'international, quelle stratégie pour Daily Corner? Exactement, l'objectif est étant donné que la croissance est quand même complexe aujourd'hui sur notre marché, avec quand même la baisse des valorisations dans la tech. Ils essayent de faire des économies. Tout le monde essaye de faire des économies, ce qui est quand même pas évident, puisque la valeur encore de notre service n'est pas totalement intégrée par les dirigeants. Alors que vraiment notre conviction, c'est que pour 100 euros investis par salarié par mois, il y a un retour très important en termes de motivation, de productivité De et rétention? de Ouais. rétention in fine. Mais c'est pas encore très, très admis. Donc oui, c'est sûr que dans des périodes un peu compliquées, notre service peut être challengé et potentiellement supprimé, ou du moins les budgets diminuent. On l'observe, hein. Donc c'est compliqué aujourd'hui, je trouve, de faire de la croissance sur notre marché de base. Et c'est pour ça qu'on a décidé d'ouvrir les chakras et d'aller explorer d'autres pays. Donc aujourd'hui, on est présent notamment à Londres, Milan, Madrid, Berlin, et on aide nos clients donc sur les différentes villes. Et c'est justement cette expansion qui, je pense, nous permettra d'atteindre nos objectifs de croissance.
Merveilleux. Dernière question qu'on pose à tous nos invités dans les masterclass de l'excellence commerciale. Euh, Est-ce que tu as une expérience, quelle est ta plus belle expérience de management? Ouais. Euh, je pense pas être un manager né. C'est pas évident, évidemment, je pense, de me monter en puissance là-dessus. À mon avis, même le plus gros challenge pour les dirigeants, de devenir des bons managers. Mais je dirais, oui, assez récemment, c'était pas vraiment une expérience de manager managé, mais c'était avec les feedbacks. On a fait un séminaire avec notre comité opérationnel et les feedbacks des salariés ont été, j'ai trouvé ça assez émouvant et on a vraiment partagé de façon honnête, sincère, des deux côtés, et que c'était voilà, un partage vraiment de feedback hyper enrichissant, intéressant. Et ouais, je dirais cette l'émotion en fait de partager, ouais, je pense in fine, c'est ça, je dirais, un partage. Euh, et c'est dans les meilleures expériences pour moi, c'est quand on sent qu'on connecte et qu'on partage avec le manager ou le manager, et que c'est pas simplement une relation de comment dire, de subordination, je pense, parce qu'in fine, c'est quand même ça. On vit dans on travaille dans des structures hiérarchisées et où la liberté et les émotions, je pense, liées au fait que le travail est difficile, qu'il y a de la concurrence, que c'est. Bref. ce- On sent une grande confiance, hein, au sein des équipes de Daily Corner. Ouais, franchement, il y a une bonne. On est assez fiers de ça aussi. Je pense que le fait que cet équilibre vie pro, vie perso, je pense qu'on essaye aussi de le diffuser. Et donc, les salariés ont confiance, peuvent Moi, j'invite vraiment les salariés, enfin, les personnes de mon équipe à me communiquer leurs doutes, leur baisse de motivation. C'est pas évident quoi d'être transparent là-dessus, d'avouer qu'on va pas bien mais c'est tellement essentiel, je pense, que quelqu'un qui va pas bien ne peut pas performer et c'est aussi le rôle de l'entreprise de l'aider à aller mieux, même si c'est pas évident puisque il y a quand même un fossé entre la vie pro et la vie perso et faire en sorte qu'ils se rejoignent quand même lors de moments que notre service privilégie d'ailleurs, les after-work, les team lunch, partagés en dehors du travail, mais en même temps dans une dynamique de travail. Quoi. C'est ça, c'est, je pense, comme tu dis, le partage, la confiance, confiance qu'on peut grandir ensemble et que on s'apprécie on se respecte. Quoi. Dernière question, une citation qui t'inspire? Ouais, ça c'était effectivement la seule question que vous m'aviez posée en amont. Donc j'ai eu le temps de réfléchir. Donc c'est une citation de René Char qui est la suivante, c'est impose ta chance, serre ton bonheur et va vers ton risque. À te regarder, ils s'habitueront. Voilà, je trouve qu'elle est très très belle, qu'elle pousse à l'action et en même temps ouais, à l'action. Peut-être un peu manque d'humilité, mais je sais pas. Impose ta chance, va vers ton risque, à te regarder, ils s'habitueront. Magnifique citation. C'est pas la première fois qu'on l'entend au masterclass de l'excellence commerciale. C'est effectivement une magnifique citation de René Char. Antoine, un grand merci pour cet entretien. Si tu as encore quelques minutes, on te garde avec nous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Vous pouvez les poser directement dans l'interface de GoToWebinar. Pour aller plus loin, alors bien sûr, allez voir le site de Daily Corner et toutes les offres alléchantes pour créer de la motivation, de la santé, de l'engagement au sein de vos équipes. Et puis, pour renforcer
la confiance au sein de vos équipes, on vous recommande, et là aussi c'est pas la première fois qu'on le cite, le livre de Ludovic Giraudon, qui est un ancien du réseau Entreprendre, qui a écrit Dream Team. On a eu le plaisir de recevoir Ludovic également dans ses masterclass. C'est un ouvrage qui se lit par petits bouts. Hein. C'est des expériences ou des meilleures pratiques agrégées de centaines et de centaines de grands managers dans un bouquin cadeau idéal pour Noël. Donc Daily Corner pour vos salariés et puis Dream Team pour votre équipe de management. Pour ceux qui doivent nous quitter, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour parler de leçons de stratégie, comprendre et appliquer Sun Tzu, ce grand général de 4e siècle avant Jésus-Christ, par Pierre Fayard, qui est professeur à l'Université de Poitiers, qui a écrit un livre sur Sun Tzu, publié aux éditions Duno. Il viendra nous partager son ouvrage et les leçons de stratégie de Sun Tzu. Voilà. Est-ce que, Valentin, nous avons des questions de nos auditeurs? Oui, tout à fait. Alors, on a une première qui nous dit, vous décrivez votre marché comme une niche. Est-ce que ça ne vous fait pas peur pour votre croissance future? Le potentiel est énorme, je pense. Donc, il faut aller mais le marché n'étant pas mature, il faut évangéliser pour le gagner et le développer. Et du coup, c'est vrai qu'on ne vient pas disrupter un marché, mais plutôt essayer de le faire croître. Donc, tout dépend en fait de nos efforts et des efforts de nos concurrents pour créer et développer ce marché. Et donc, je dirais que la crainte pourrait seulement reposer sur nos efforts et nos épaules du coup. Donc, à ce stade, pas de crainte. Merci. Comment faites-vous pour gérer le recrutement dans votre contexte de forte croissance et surtout comment faites-vous pour vous assurer des meilleurs profils? Les recrutements sont effectués par nos managers et donc les deux fondateurs. Et du coup, il y a aussi des erreurs de casting, hein, comme toujours. Donc, on fait en sorte d'être très focus sur la personne, sur son onboarding et la suite les premières semaines pour voir si ça fit. Et voilà. Mais du coup, on on recrute pas non plus des centaines de personnes. Donc, les annonces sur Welcome to the Jungle nous suffisent pour faire rentrer des leads et on fait un peu de chasse quand même pour les key people. Vous recrutez tout en interne, hein, vous ne faites pas appel à des cabinets. On n'a jamais effectivement fait appel à des cabinets parce qu'on n'a pas eu le besoin, étant donné qu'on ne recrute pas non plus des dizaines de personnes par mois. Euh, le, on n'a pas encore eu le besoin. N'avez-vous pas peur de trop vous disperser en allant à l'étranger alors que vous considérez votre marché comme pas encore mûr? Euh, c'est un risque de défaut, mais ça nous permettra d'aller plus vite et c'est aussi un facteur de différenciation. Le fait d'y arriver sera un facteur très différenciant, je pense. Lors d'un meeting justement de prospection, j'avais échangé avec une personne qui avait été DRH chez Criteo et qui m'avait dit voilà, ce qui fait que les entreprises vont pas performer, c'est qu'elles vont pas à l'international assez vite. Et en même temps, il y a d'autres personnes qui vont dire c'est parce qu'on est à l'international qu'on s'est brûlé les ailes. Donc, c'est une question de comment le faire, d'arriver à structurer. C'est un énorme challenge, effectivement, mais il y a un risque, il y a un risque. Et en même temps, le risque me semble pas très élevé sur ce qu'on a déjà construit. Euh, et c'est pas pour autant que les efforts commerciaux en France ne seront pas faits, quoi. C'est un challenge supplémentaire, je dirais, oui, avec un risque de défocus qui doit être maîtrisé au moment, enfin, quand on le fait, quoi. Quelles sont les compétences que vous définiriez pour se lancer dans l'entrepreneuriat?
Honnêtement, je dirais aucune. Parce que on apprend en faisant et à mon avis, les compétences qu'on acquiert justement dans l'entrepreneuriat c'est incroyable. Enfin, ça permet de se challenge. À mon avis, du coup, c'est plus une question d'énergie, de volonté d'accomplissement et les compétences suivront en fonction des challenges rencontrés. Mais la volonté d'entreprendre et de grandir est à la base n'est pas liée à une compétence particulière. Euh, Est-ce que vous ne trouvez pas que l'on assiste aujourd'hui à une multiplication des offres venues de petites startups qui pourrait créer une sorte de lassitude? Alors, on n'est jamais à l'abri de l'arrivée de nouveaux entrants, surtout dans notre marché où les barrières à l'entrée sont assez difficiles à construire. Il faut rester, je pense, on est au début d'ailleurs bah, de, de notre aventure, hein, toujours, je pense. Donc je- voilà, le marché est concurrentiel euh, et l'arrivée de nouveaux acteurs peut venir challenger ce qui a été construit et surtout l'arrivée des plus gros acteurs. Bon, c'est pas tant les petites startups enfin, c'était Steven Schwartzman qui écrivait ça dans son livre sur l'excellence, la poursuite de l'excellence, et qui disait que c'est quand on croit qu'on a réussi que les plus gros acteurs viennent essayer de prendre le marché ce qui a été créé, quoi, parce qu'il y a vraiment quelque chose, une taille de marché assez importante qui fait qu'ils s'intéressent à ce que vous avez construit, quoi. Donc c'est quand on croit qu'on a réussi que finalement les problèmes commencent, c'est ça? Ce qu'il dit. Ouais. Ok. Et on a une dernière question qui nous dit, l'entrepreneuriat est loin d'être simple. N'y a-t-il pas eu de moment où vous avez eu envie de laisser tomber et comment surmonter ça? Hmm. Laisser tomber, non, jamais voulu abandonner. Euh, Par contre, la volonté de voir d'autres choses, de faire d'autres choses, je pense que c'est quelque chose et de plus positif, je dirais, que d'abandonner, mais d'ouvrir de nouveaux challenges et de nouvelles opportunités, ce qui n'est pas évident quand on est focus sur un projet à 100% et que toute l'énergie doit être dédiée à l'accomplissement de ce projet. Euh, donc c'est un peu ça, je pense, le challenge au bout d'un moment, c'est comment effectivement garder la motivation alors qu'on a affronté une crise et qu'il faut repartir de plus belle. Euh, c'est le dilemme, je pense, de tout entrepreneur d'arriver à aller plus loin et en même temps rester focus, comme c'était la plupart de tes questions étaient un peu liées à ça, hein, des questions. Euh, je ne sais pas si ça répond à la question, mais Ce qu'on retiendra, c'est qu'entreprendre, c'est une énergie et une volonté de grandir. Grâce à toi, Antoine, tu nous as aidé à grandir aujourd'hui en nous donnant, avec sans langue de bois, ta perspective, ton analyse sur ces premières années de Daily Corner. Spectaculaire. Un immense bravo à Antoine et à toi, Antoine, et à Julie pour ce parcours fabuleux. Merci d'avoir été présent avec nous aujourd'hui. On est ravis de t'avoir accueilli. On vous donne à tous rendez-vous la semaine prochaine. C'était Antoine Tranu, cofondateur de Daily Corner. Et la semaine prochaine, nous parlerons de stratégie avec Sun Tzu et Pierre Fayard, professeur émérite à l'Université de Poitiers. Bonne journée à tous et à bientôt. merci Roland, merci Incentive.